Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Alissa Pellatan, bonjour. Bonjour. Vous nous recevez aujourd'hui dans des locaux un peu spéciaux, vous allez nous en parler. On va discuter d'entreprise sociale et de responsabilité sociale ou sociétale des grands groupes. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter à notre public. Merci Maximilienne. Je suis américaine et aussi française, avocat de plusieurs barreaux, donc aux États-Unis et à Paris. Je suis du coup aussi fondateur d'un cabinet d'avocats spécialisé dans les entreprises sociales et les entreprises impact. Donc on accompagne exclusivement des entreprises impact avec leurs besoins juridiques. Et il y a à peu près 7 ans, j'ai décidé de créer un collectif d'avocats engagés qui croient dans un monde meilleur et qui souhaitent apporter notre connaissance et notre expertise pour rendre le monde meilleur. Donc présidente et puis aussi présidente de plusieurs autres associations, l'échange durable, et aussi un collectif d'avocats international qui s'appelle Global Alliance for Impact Lawyers, et aussi B Corp France. Donc je fais plein de choses et aussi chargée de cours pendant 10 ans aux États-Unis et en France pour le droit comparé. Donc le plus important, c'est que si je suis maman de 2 enfants de 3 et 5 ans. Très bien. Vous pouvez nous parler un peu du lieu justement, parce que vous m'en parliez un petit peu hors antenne, c'est un lieu particulier? Alors oui, nous sommes au Kano. C'est un lieu de l'économie solidaire. Et dans le 19e arrondissement à voilà, Paris. Exactement. Ouais. Dans le 19e, donc c'est les anciens bureaux des canons, donc on est à côté de la canal de l'Ourcq. Et donc l'idée de ce lieu, c'est de créer un espace géographique pour des entrepreneurs et des entreprises qui souhaitent rendre le monde meilleur. Donc il y avait une fondation, donc la fondation UNUS, qui était créée par un des personnes prix Nobel de la paix, Mohamed Yunus, avec Anne Hidalgo de Paris, et aussi avec plusieurs autres collectivités qui se sont mis ensemble en disant on veut créer un lieu pour montrer qu'on peut rénover un lieu avec 0 déchet, avec la réemploi, les entreprises d'insertion. Et l'idée, c'est de rassembler ce monde pour pouvoir créer du lien, pour avoir des formations, se mettre en commun des expertises. Et aussi, dans ces lieux, il y a ce qu'on appelle le AES, c'est l'ESS 2024. Donc c'est une équipe qui crée du lien entre des entreprises sociales pour qu'ensuite ils puissent répondre à des appels d'offres pour les JO 2024. D'accord, ok. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Vous parliez dans votre présentation, et c'était intéressant, des avocats qui se posent des questions éthiques et qui s'intéressent finalement à l'intérêt général. On pourrait vous taquiner en vous disant que ça pourrait paraître antinomique, donc je vais continuer sur cette antinomie supposée. C'est quoi les critères et la définition d'une entreprise sociale selon vous? Parce que c'est 2 termes qui peuvent encore paraître antinomiques. On associe souvent l'entreprise au capitalisme, donc une entreprise sociale. Ça veut dire quoi pour nos auditeurs? Voilà. C'est une très bonne question. Et peut-être avant de parler de la définition, il faut se situer ces entreprises dans l'économie française. Donc les entreprises sociales représentent à peu près 10% du PIB. Ils sont composés des différents types de structures juridiques, des associations, des coopératives, des fondations, fonds de dotation et des sociétés commerciales depuis 2014. Ils sont dans cette économie sociale et responsable, donc c'est l'économie sociale et solidaire, et qui aussi embauche 10% des salariés en France, et qui aussi a plus de 200 000 structures et des établissements employeurs. Donc c'est quand même une très grande partie dans la fibre de la société française. C'est une économie qui existe depuis le 19e siècle. Donc pour la première fois dans la loi, en 2014, on a défini ce que c'est l'économie sociale et solidaire et on a donné 3 critères pour qu'on puisse définir ce que c'est une entreprise sociale. Donc en France, une entreprise sociale,
c'est une entreprise qui remplit 3 critères, 3 conditions. Donc le premier, c'est de poursuivre un but autre que le seul partage de bénéfices. Donc on ne peut pas créer une entreprise pour partager le bénéfice seulement. Le deuxième critère, c'est une gouvernance participative et démocratique, donc d'impliquer les salariés dans la prise de décision, dans les instances décisionnelles. Et le troisième critère, c'est une gestion qui permet de réinvestir les bénéfices pour une activité, ce qu'on appelle une activité d'utilité sociale, donc au moins 50% des bénéfices, si ce n'est 100%. Et une activité d'utilité sociale, selon la loi, est définie comme une activité qui peut aider des personnes vulnérables, qui peut créer du lien social, qui peut éventuellement avoir une lutte contre les exclusions pour objectif, la solidarité internationale ou même de concourir au développement durable. Donc c'est très large, mais quand même, pour ces entreprises, ils croient que le profit, ce n'est qu'un moyen. Donc on n'est plus uniquement centré sur faire encore plus d'argent pour faire plus d'argent, mais que ça serve à quelque chose, donc ça veut dire qu'on y mettrait du sens. Ça me fait penser à un exemple que j'aime beaucoup, dont j'ai entendu parler, une auto-école qui fait des déplacements. Pendant 1 heure, vous apprenez, vous conduisez, mais en même temps, vous répondez à un planning de personnes du coin, et souvent des personnes âgées, qui ont besoin de se déplacer d'un endroit A à un endroit B. Et donc on va les chercher, on les amène à cet endroit B, on revient, ce qui ne change rien à l'activité de l'entreprise, mais qui sert finalement la collectivité, l'endroit. On ne roule pas pour rouler, on roule et en même temps ça sert à quelqu'un. Voilà, donc ça me fait penser à ça. Vous avez 3 critères et vous avez dit que c'était la définition française. C'est un peu différent peut-être dans d'autres pays, c'est ça? Tout à fait. Donc, au niveau européen, la définition qui était donnée comprend un aspect entrepreneurial. Donc il faut avoir une activité économique, donc de vente de prestations ou de biens. Alors qu'en France, l'article 1 de la loi permet à des associations, donc des acteurs traditionnels, des mutuelles et des coopératives et des fondations, de se prétendre d'être une entreprise sociale, ce qu'on appelle une entreprise de l'économie sociale et solidaire, sans pour autant avoir besoin d'une activité économique. Donc ça, c'est une spécificité française alors? Oui, tout à fait. Dans toute l'Europe? Alors, chaque pays a sa définition, mais la définition européenne d'une entreprise sociale comprend cet aspect entrepreneurial. Et aux États-Unis, c'est vrai qu'on n'a pas ce côté OSS. Justement, c'est très intéressant que vous ayez un pied là-bas. Donc, oui, tant qu'à faire, autant en parler. On n'a pas cette définition. Est-ce qu'on a cette culture déjà? Est-ce qu'on a cette envie? Est-ce qu'on a cet engouement qui commence à venir en France? Est-ce que vous êtes précurseur aux États-Unis ou pas? Vous êtes en retard? Comment ça se passe? C'est une très bonne question. Il y a plusieurs niveaux de compréhension de ce que c'est une entreprise sociale. Je dirais qu'aux États-Unis, on a une culture philanthropique très forte, très ancrée. Les fondations qui ont toujours existé, etc. Exactement, les OSP, les organismes sans but lucratif, les non-profit corporations. Et c'est le fibre de notre société aux États-Unis. Mais nous n'avons pas cette notion de ce qu'on appelle une entreprise sociale avec cette inclusion, inclusion des parties prenantes et notamment des salariés. Ce n'est pas très fréquent. Après, on a des coopératives, on a des démarches sur ce type de structure. Mais aux États-Unis, on est beaucoup plus focalisé sur soit des investisseurs à impact, donc qui investissent dans les sociétés avec un impact positif, avec un reporting, ou bien des philanthropies où on investit mais sans un retour. Et avec, ce qui est intéressant, c'est j'ai participé à EVPA, donc c'est l'association européenne pour le Venture Philanthropy. Donc de plus en plus, on voit en Europe ce qui arrive aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a des fondations qui veulent investir avec une attente de retour sur investissement, même si ce n'est pas 15-20, même si c'est 2 ou 3%. Et ensuite, ils réinvestissent cet argent dans d'autres associations. Et on voit même ce qu'on appelle les contrats impact social qui est en train de créer en France. Cette notion on ne veut pas distinguer entre non lucratif et à but lucratif. On veut simplement se mettre ensemble avec un objectif d'avoir un impact positif, peu importe les moyens, peu importe la structure juridique.
D'accord, ok. Il y a une différence tout de même entre les deux. Tout à fait, oui. Et même au Royaume-Uni, c'est un peu la même mentalité des États-Unis. Il y a une grande différence entre les common law, les droits communs, les pays droits communs, Australie, Canada, Royaume-Uni et l'Europe continentale, qui a une culture très très forte de l'économie sociale et solidaire, et notamment en Italie et en France. Ok. Vous diriez que la France, alors, elle est positionnée comment par rapport aux autres pays? Moi, j'ai cette impression qu'elle a eu une sorte de réveil tardif et que maintenant, on veut beaucoup promouvoir cette notion de ESS, mais j'aurais voulu avoir votre sentiment. Est-ce que par rapport à d'autres pays, on est bien positionné, c'est assez développé? Je me demandais par exemple en Espagne, en Italie, en Allemagne. Vous savez, vous, comment ça se passe? Oui, bah, je sais un peu. J'étais directeur de développement pour ce réseau international des avocats, donc on a fait un peu de recherche. Ouais. Vous n'aurez pas forcément les chiffres, mais votre impression, les quoi. chiffres, exactement. Comment ça se passe, quoi, mais voilà, donc pour expliquer un peu le FIBRE, on a participé, donc j'ai représenté la France pour une cartographie des entreprises sociales en Europe en 2013. 2014, c'est la première étude comparative. Et on s'est rendu compte après ce comparatif qui était justement mis à jour en 2021 que la France et l'Italie, c'est les deux pays en Europe continentale les plus avancés, qui ont le plus de culture dans l'ESS que d'autres pays. Les autres pays, notamment Europe de l'Est, ils sont plus, une entreprise sociale est plus définie comme une entreprise d'insertion ou une entreprise non lucrative. Il y a Belgique qui était un des précurseurs, c'était une des premières lois sur les entreprises sociales en 1995, mais qui a été abrogée en 2019. Donc on voit bien qu'on peut être précurseur, puis on peut être en retrait. Et on a une culture aussi très forte des coopératives. Donc on a ce qu'on appelle le SIC, la Société coopérative d'intérêt collectif, qui a été créée en 2001, qui était un des meilleurs exemples d'une entreprise sociale. Parce qu'à la fois, il faut avoir un intérêt collectif, donc une utilité sociale. On a une activité lucrative, mais on doit intégrer les salariés, des parties prenantes, même des collectivités, dans la prise de décision. Donc ça, c'est un des précurseurs en Europe, en France. Et je dirais que ça continue à grandir. Donc, comme je disais, les entreprises sociales représentent 10% du PIB en France. Et pareil en Italie, mais les autres pays, c'est très très petit, c'est beaucoup moins. Je me demandais si l'Espagne n'était pas à peu près au même niveau aussi, mais c'est plutôt la France et l'Italie. Oui, tout à fait. Après, l'Espagne, ils ont plein d'initiatives aussi, et même des démarches, même des entreprises qui montrent ce que c'est une entreprise sociale qui date bien avant la France. Mais on peut toujours dire qu'on a les premières entreprises sociales aussi en France, avec le moulin qui était partagé par les participants du territoire, parce qu'il y avait un moulin et toutes les personnes du village a participé à acheter un moulin pour ensuite produire du blé. Donc on peut dire que ça c'est une entreprise sociale parce qu'on partage aussi les ressources et l'argent pour juste un intérêt commun. Ouais. Vous pourriez nous parler un peu des montages hybrides alors, parce que c'est une notion qui va pas parler peut-être à grand monde, donc c'est l'occasion de pouvoir nous décrire un peu ça. Vous pourriez nous donner un peu une définition et nous dire en quoi ça consiste? Bien sûr. Donc un montage hybride, c'est un outil qu'on utilise souvent dans notre cabinet d'avocats. Ouais. Soit c'est une association qui souhaite diversifier ses finances. Donc l'association va créer une filiale. Donc c'est une société commerciale filiale de l'association. Donc le montage est hybride parce qu'il y a à la fois une association, donc un organisme sans but lucratif et un organisme à but lucratif qui a pour but un objectif commun de éventuellement avoir un impact positif. Donc c'est comme une bouture où on mettrait deux mondes qui pourraient paraître antinomiques, encore une fois, mais concrètement, légalement, on les met en relation, l'association loi 1901 et une entreprise à but lucratif. Tout à fait. Donc c'est un type de montage hybride. On peut voir également des entreprises classiques qui souhaitent avoir une activité plus tournée vers l'intérêt général. Et donc, ils vont créer une association pour porter cette activité à impact positif fort, mais qui ne génère pas assez de chiffre d'affaires. Et donc, on va séparer l'activité pour pouvoir
attirer des financements, du coup, soit du mécénat ou soit des subventions dans l'organisation sans but lucratif et un chiffre d'affaires dans la structure lucrative. Ça se fait de plus en plus, ça? Ah oui, c'est incroyable. Parce que ça fait 10 ans que j'ai monté le cabinet. Et au début, je pense qu'un des premiers montages hybrides, c'était en 2010. Et depuis, je vois presque tous les mois des gens qui me contactent pour faire un montage hybride. Parce que c'est vrai qu'il y a de moins en moins de subventions. Il y a toujours cette notion de vouloir comment je peux faire pour avoir le plus d'impact. Et finalement, quand on a des financements qui viennent à la fois des investisseurs et un chiffre d'affaires, mais aussi des subventions et du mécénat, finalement, ça permet d'avoir un plus grand impact, surtout quand on veut changer d'échelle. Parce que quand on vous entend, on pourrait se dire que la sensation que ça me fait depuis tout à l'heure, ce serait que la majorité des gens essaieraient d'avoir un impact positif sur cette planète. On pourrait aussi imaginer que le montage hybride, il a peut-être un intérêt sur le plan financier aussi pour l'investisseur. Je me demandais. C'est peut-être intéressant comme levier financier pour pouvoir obtenir du capital. Non? Oui, tout à fait. C'est, encore une fois, une société est créée pour pouvoir partager le bénéfice. Après, ce que la loi de 2014 a créé, c'est deux labels. Enfin, je dirais que c'est un label, un agrément, qui permet d'avoir une société commerciale, mais qui répond à ces 3 critères d'une entreprise de l'OSS. Donc, un label qui la mentionne entreprise de l'OSS. Donc, même si on est dans une démarche capitalistique d'attirer un chiffre d'affaires, on met ensemble quand même cette démarche de dire je vais obtenir la mention entreprise de l'OSS pour garder une cohérence entre les valeurs de l'association et la valeur de ma filiale. Et puis le deuxième là-bas, c'est un agrément, donc c'est l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale. Et donc, il ajoute 2 critères supplémentaires à ces 3 piliers. D'accord. Notamment la limitation sur l'échelle de salaire et qui permet d'avoir... Vous avez des détails là-dessus? Oui, alors donc c'est... Quelques éléments. Bien sûr. Une limitation du salaire. Oui, donc du coup, dans une entreprise solidaire d'utilité sociale, le salaire le plus bas... le salaire le plus haut ne peut pas dépasser 10 fois le SMIC. Et, ça ressemble à des propositions politiques qui ont été faites par certains... à l'époque, c'était 20 fois le SMIC et là, ils ont réduit à 10. D'accord. Parce que c'est vrai que quand on est dans l'ESS et dans une grande association, on aimerait bien payer des salariés le salaire qui leur convient et qui correspond à leur expérience. Donc pour celui qui est tout en haut, c'est 10 fois le SMIC maximum. Exactement. C'est le premier critère pour avoir ce label. Voilà. Deuxième critère, c'est le moyen des 5 salaires les plus hauts ne peut pas dépasser 7 fois le SMIC. D'accord. Et puis ensuite, il faut montrer que le fait que vous cherchez un impact positif, ça a un impact négatif un peu sur la rentabilité. C'est-à-dire lorsqu'on va embaucher des chômeurs d'insertion, donc les chômeurs de longue durée, forcément, ce n'est pas les meilleurs candidats en tant que salarié. Donc du coup, on va avoir peut-être une productivité un peu moins qu'une entreprise classique. Et du coup, grâce à cet agrément, on peut avoir des financements de l'État, on peut avoir une préférence sur les marchés publics. Une compensation parce qu'on fait un effort. Exactement. Ça, si je le résume bien. Exactement, c'est ça. Et donc du coup, il faut aussi montrer que 66% des charges d'exploitation sont dédiées à l'activité d'utilité sociale aussi. Je trouve ça intéressant parce que dans tous les débats politiques, on entend, il y a toujours des bonnes volontés. Et se pose toujours la question de qui va faire un effort. Et souvent, peut-être que c'est français d'ailleurs, ça j'en sais rien, mais on se dit, moi je veux bien faire un effort si l'autre il en fait. Et en fait, personne ne fait d'effort. Et on arrive souvent à l'idée qu'il faudrait une contrainte. Il faudrait forcer les gens, les contraindre et pas leur laisser le choix. Alors que souvent en France, on aime bien sortir l'étendard de la liberté, mais là on aimerait bien contraindre l'autre pour le bien collectif. Et en fait, là c'est une façon détournée, non pas de contraindre, mais de venir proposer une compensation si on fait un effort qui est officiellement indiqué. Et on vient féliciter les gens en leur disant « bon, vous avez bien fait ça, et voici donc une récompense pour pouvoir continuer ». Donc c'est une façon d'avoir un renforcement positif
plutôt qu'une contrainte ou une punition, ce qui doit certainement avoir un bon effet. Je pense que psychologiquement, c'est bien calé pour que les gens aient envie d'avancer. Comment dire, on offre plutôt qu'on punit, quoi, tout simplement. Oui, oui, et c'est une démarche, je trouve, louable. Surtout, on a cette même mentalité pour les labels comme B Corp ou comme pour Société à mission, parce que on ne va pas punir les gens qui ne sont pas B Corp, on va simplement dire, ben, vous êtes B Corp ou vous avez décidé de mettre en place une démarche RSE, une démarche qui vise pour la responsabilité sociale de l'entreprise, et du coup, on va finalement flécher des investisseurs à impact pour pouvoir aussi investir dans votre société parce que vous avez pris l'engagement d'être plus responsable que d'autres entreprises. D'accord. Ben justement, on va aller sur cette question, la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, moi je dis toujours sociétale et sociale, bon il y a les deux. C'est le fait pour une entreprise de garder à l'esprit, enfin je le résume comme ça, des préoccupations sociales et environnementales. Donc ça veut dire je fais des choses et ça va avoir un impact et il faut que j'y réfléchisse parce que je ne suis pas tout seul sur cette planète à devoir courir après mon seul profit égoïste. Donc il y a des gens autour de moi, c'est ça que ça veut dire. Je voulais vous demander, j'ai plusieurs questions, mais la première c'est, ça concerne qui la RSE? Est-ce que ça concerne toutes les entreprises? Et je voulais savoir comment c'était réglementé concrètement. Vous pouvez nous répondre, nous donner ces éléments? Sûr. Ouais. Alors donc la définition que vous proposez de la RSE, ça ressemble plutôt à la définition proposée par la Commission européenne en 2001. D'accord, donc ça date alors? Qui était repris en 2011. Et effectivement, la définition, c'était une démarche volontaire de prendre en considération les impacts sur l'environnement, la société et aussi sur les salariés de l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est j'étudie ce sujet depuis une quinzaine d'années. Donc j'ai visité la Commission européenne aussi en 2004 et j'ai posé beaucoup de questions à l'époque et ils n'avaient pas compris un peu ce que c'était une RSE. Mais en tout cas, on savait que c'était une démarche volontaire. Donc si on reprend cette définition, toutes les entreprises sont concernées, même au niveau personnel. Moi, en tant que consommateur, je peux aussi consommer de façon plus responsable. Je peux prendre le vélo, je peux éventuellement mettre mes enfants aussi dans une crèche qui a aussi des engagements environnementaux. Donc ça, on est d'accord, tout le monde est concerné. Maintenant, et depuis le 2017 et surtout depuis le pacte vert, le Green Deal, l'Europe a modifié cette définition. Et maintenant, on focalise plus sur la responsabilité de l'entreprise qu'une démarche volontaire. Donc, de plus en plus, même avec le soft law, avec des traités de l'ONU, l'Organisation mondiale des Nations Unies, les OECD, il y avait plein de pactes et des traités internationaux sur les multinationales et les principes de Global Compact. Donc, c'était que des démarches volontaires. Mais il n'y avait pas assez d'engagement. Exactement. Donc, on a vu que ça n'a pas marché. Et donc, ce que l'Europe a décidé de faire, c'est, du coup, ils ont promulgué le pacte vert. Et en 2021, le 24 juin 2021, ils ont promulgué aussi la loi européenne pour le climat. Et dans cette loi, ils ont pris l'engagement de réduire ses émissions par 55% d'ici 2030, donc il n'est pas très loin, et aussi d'être neutralisé climatique, d'avoir une neutralité climatique d'ici 2050. D'accord. Bon, quand on prend ce type d'engagement, il faut bien agir. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Après, mais ils se sont rendus compte qu'il devait avoir 350 milliards d'euros de budget supplémentaire pour faire ça. Donc, pour pouvoir aussi ne pas faire cette transition tout seul, ils ont décidé de mettre en place un cadre réglementaire de plus en plus strict pour les entreprises pour qu'ils puissent flécher des investisseurs et des investissements dans ces entreprises dites responsables. Donc, ce que ça a fait, ça a créé un cadre réglementaire très strict. Donc, il y a justement, on a la promulgation de ce qu'on appelle la CSRD, il y a la NFRD, il y a la
DDD, il y a éventuellement aussi la taxonomie verte, il y a plein d'acronymes. On peut se perdre dans toutes ces réglementations qui ont été aussi votées par la Commission européenne. Mais ce qu'il faut savoir, donc pour résumer tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de démarches. Soit on est dans une démarche de reporting, donc il faut publier éventuellement les chiffres et aussi faire un reporting sur les enjeux et l'impact et les opportunités extra-financiers. Soit on est dans une démarche où on doit agir, donc on va faire un mapping, une cartographie de nos risques et de nos impacts négatifs, et il faut agir pour réduire ces impacts. Donc c'est deux types de démarches. Donc il y a devoir de vigilance d'un côté, grosso modo, et CSRD de l'autre. Dans cette démarche-là, maintenant, et même à partir de janvier 2024, les entreprises, donc les grandes entreprises et les entreprises avec plus de 250 salariés ou même des PME cotées, maintenant même des sociétés par action simplifiée, ces entreprises-là qui répondent à des critères, donc avec un certain chiffre d'affaires et un bilan, donc je pense que c'est 40 millions de chiffre d'affaires et 20 millions de total de bilan, il faut respecter ce cadre réglementaire. Donc ça a fait en sorte qu'en Europe, on est passé de 10 000 à 50 000 entreprises concernées. D'accord. Et en France, on a à peu près 500 entreprises, mais qui quand même représentent 2/3 de chiffre d'affaires en France. Donc c'est non négligeable. On pourrait aussi se demander si toutes les entreprises jouent le jeu, parce qu'on n'a pas besoin de nommer d'entreprise ici, mais vous le savez, certaines entreprises s'affichent très fièrement comme hyper respectueuses de l'environnement, à tel point que ça devient un symptôme, et que quand vous grattez un tout petit peu, vous voyez que on pollue complètement la nature à ce moment-là. Donc je me demandais s'il y avait beaucoup de contournements de ces choses-là, si ça se contournait, si les entreprises jouaient le jeu. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a aussi bien l'entreprise qui va faire un effort et qui a cette conscience-là, mais il y a aussi des entreprises à but capitaliste qui existent depuis longtemps, qui dans une grande parade, nous font croire que, mais en fait, ne sont pas vraiment clean. Il ne suffit pas d'avoir un site internet avec une couleur verte, d'avoir des gens de toutes les couleurs et de chanter des chansons et de faire des publicités où on voit des volcans, où on boit de l'eau fraîche pour dire qu'on respecte la nature. Il y a du concret après quand même. Tout à fait. Et donc moi, c'est cette question-là, c'est la question qui anime souvent les gens en fait. C'est la réalité du terrain, quoi. Exactement, c'est une très bonne question et c'est notamment un constat qui était fait au niveau européen. Et c'est la raison pour laquelle ils ont endurci ce reporting. Parce que peut-être que tout le monde ne jouait pas le jeu. Exactement, parce qu'on avait déjà le DPEF pour les grands groupes, donc les reportings extra-financiers, mais c'était un reporting qui n'était pas, du coup, pas comparable en fait. C'est des données qu'on peut donner, on peut choisir quel type de données on veut faire. Un reporting, c'est surtout que je donne des informations. Oui, exactement. Donc, et je suis pas... voilà, exactement. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait, notamment en France, une loi contre le greenwashing. Donc, c'est pour les consommateurs. Donc, on peut aussi être attaqué en justice si on ne respecte pas des critères, si on montre justement le couleur vert. Et finalement, c'est pour confondre les consommateurs. Et aussi, on a mis en place le devoir de vigilance, donc, qui existe en France. C'est un des premiers pays qui a créé le devoir de vigilance en 2017. Et cette année, pour la première fois, il y a des entreprises qui sont attaquées en justice par les parties prenantes en disant que vous n'avez pas mis en place une prévention nécessaire pour ces impacts négatifs sur l'environnement, sur aussi les salariés, etc. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut jamais éviter le greenwashing ou éventuellement le social washing, mais le cadre, le nouveau cadre, si je peux le dire, de CSRD qui rentre en vigueur en janvier 2024, donc l'année prochaine, et puis qui va aussi être applicable pendant jusqu'à 2028 pour les grands groupes et pour les petites structures. Ça crée un cadre très spécifique, donc ce n'est pas juste une question de faire un reporting sur des sujets dont on a envie,
c'est un cadre qui va parler de modèle d'affaires, de voir quels sont les impacts négatifs sur l'environnement et la société avec le modèle d'affaires. Il faut mettre en place des indicateurs de performance, des KPIs et un plan d'action. Et si on ne respecte pas ce cadre-là, il peut avoir des conséquences pour l'instant et on ne va pas attaquer si on ne respecte pas. Mais en tout cas, il faut avoir ce report dans le rapport de gestion chaque année pour ces entreprises-là. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il faut aussi faire des reportings sur toute la chaîne de valeur. Donc, même si on a un grand groupe concerné par ce reporting, il faut quand même avoir des données éventuellement sur les fournisseurs, les distributeurs, donc les petites structures. Donc, finalement, j'ai l'impression, et après, c'est qu'une impression, qu'en 2024, et à partir de 2024, ça va entraîner beaucoup plus d'entreprises dans cette reporting, même s'ils ne sont pas forcément concernés directement. Et ça va permettre aussi de mettre en lumière des écarts entre ce qu'on dit sur le site web et finalement les chiffres qu'on produit. Donc, je pense que c'est une très bonne chose de pouvoir encadrer plus ces démarches et justement pour éviter, pour réduire ces greenwashing. Mais c'est inévitable, si je peux le dire en même temps. Mais... qui gère tout ça finalement? Parce que je me disais, en plus, ça demandait des sous et du temps et peut-être des vérifications. Donc, je prends l'ESS au mot et j'interroge sa possibilité d'aller vérifier la véracité des choses. Parce qu'il faut du monde pour ça, en fait. Exactement. Donc, comme pour les DPEF, déclaration de performance extra-financier, qui sont déjà en vigueur en France, il faut qu'il y ait un OTI, donc un organisme tiers indépendant qui vérifie les données produites. Ouais. Et il y a assez par rapport au nombre d'établissements, entre guillemets, à vérifier, à contrôler, à accompagner. Il y a assez de monde pour ça? Ah oui, non, mais ça, bon, c'est déjà, ils ont des méthodologies en place, notamment l'AFNOR, c'est assez encadré. Mais ce qui était un peu piège avant, donc du coup, cette nouvelle directive, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de comparatif. Donc on peut déclarer, et finalement, si on ne peut pas être comparable, on ne peut pas comparer ce qui est comparable, mais à partir de 2024, il va y avoir des standards par industrie qui vont être créés pour qu'on puisse avoir un benchmark de là où nous sommes en tant qu'entreprise et là où nous devons être avec nos pairs. Donc, je pense que ça va créer plus aussi de cohérence et aussi plus de facilité pour vérifier ces informations. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Après, il y a aussi cette démarche de dire que on a soit une démarche cadre réglementaire, donc on est contraint, on est presque obligé de le faire. Et puis on a une démarche, comme vous dites, plus positive, où on a envie que les gens rentrent dans une démarche parce qu'ils ont envie, parce qu'ils trouvent... Et donc ça, c'est plutôt des démarches de société à mission, B Corp, et d'autres labels comme Lucie. Enfin, il y a une vingtaine de labels qui existent en France qui permet justement, même si on n'est pas obligé de faire un reporting, on décide de faire un reporting parce qu'on veut montrer que c'est important pour nous. J'entends. Je vais aller sur une dernière question pour notre émission et je pense que ça va être intéressant d'avoir votre point de vue. Alors Alissa Pelator, selon vous, où va le monde? Alors, où va le monde? Le monde est en train de bouger. Donc, il y a une transformation. On dit que même c'est la révolution industrielle, c'est la troisième révolution industrielle qu'on est en train de vivre en ce moment. On voit une accélération de la technologie, aussi des réseaux sociaux, tout ce que ça peut engendrer, qui peut parfois créer de l'isolation, un peu de l'individualisme, parfois aussi de cette recherche à tout prix du profit. Ça existe toujours dans le capitalisme et dans notre économie. Il y a un deuxième mouvement que je vois depuis une vingtaine d'années. C'est un mouvement où les acteurs de l'économie et même les personnes physiques, les personnes de l'économie, décident de mettre au cœur de leur démarche des valeurs humaines, au cœur de la bienveillance, de la générosité. Ces deux mouvements ensemble, et même on peut dire que le mouvement de la révolution, la troisième révolution industrielle, c'est
pour neutralité carbone de la société. Bon, ce qu'on peut constater, c'est que c'est en marche, c'est un mouvement. Moi, je vois deux chemins. Je pense qu'on est au croisement de deux chemins. Et chaque personne doit décider quel chemin prendre. Il y a le chemin où on va continuer à accélérer, avoir même l'intelligence artificielle, la technologie est le plus important, le profit, la richesse à tout prix. Ça, c'est là où on va définir le sens de notre vie. Et aussi, pourquoi on est là sur Terre. Soit, deuxième chemin, c'est de rentrer dans ce mouvement des entreprises sociales responsables, même des personnes responsables qui décident de dire que le profit, ce n'est qu'un moyen et qu'on est là, pas forcément pour être le plus riche, le plus important, avec le plus de pouvoir, mais peut-être il y a une raison d'être qui est différente, peut-être une mission pour laquelle on est sur Terre, qui dépasse l'argent, qui dépasse les intérêts égoïstes et qui dit, bon, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour avoir un impact positif dans ce monde? Que ce soit éventuellement de faire un don à une association ou de créer une entreprise sociale. Et on aura le choix. Donc chaque personne aura ce choix à un moment donné. Et moi, j'ai fait mon choix avec la création de mon cabinet d'avocat il y a 10 ans. Et j'encourage à toutes les personnes qui écoutent et même à vous, Maximilien, de prendre le choix aussi. Mais, en tout cas, moi, j'ai fait mon choix et j'espère que vous aussi. Alissa Penatan, merci pour vos réponses, c'était clair et puis c'était inspirant. Voilà, c'est tout ce qu'on demandait. Merci. Merci beaucoup.